d'un côté, on vous dit, c'est Dieu qui a créé le monde. Et de l'autre côté, dans le monde kalinien, on dit, voilà nos systèmes de croyances, voilà les éléments qui peuvent expliquer la création du monde. Il y a ce qui est visible de l'ordre de la matérialité et ce qui est de l'ordre de l'invisible. Ça, ces éléments-là, vous ne les apprenez pas quand vous êtes au Homingien. Voilà, on vous apprend l'histoire de Charlemagne à sa place. On vous apprend autre chose. À un moment donné, si le processus d'assimilation va à son terme, eh bien, on te fait perdre toute ton identité, toute l'essence donc, de ton identité pour te transformer. Il ne s'agit pas d'autre chose. Les hommes sont un élément de ce processus-là. Voilà, Franck Apollinaire qui fit partie de ces quelques 2000 enfants à grandir dans les Hauts Indiens de Guyane. Le témoignage est extrait du documentaire Pensionnat catholique de Guyane, la blessure. Le film a ouvert hier soir le festival Les Révoltés du Monde au cinéma Eldorado et raconte donc cette facette douloureuse, longtemps occultée de la politique coloniale française durant près d'un siècle. Les enfants amérindiens et bushinengués furent éloignés de leur famille pour être placés dans des pensionnats catholiques avec l'objectif de les évangéliser, les assimiler à la culture française. Pour en parler, la co-réalisatrice du documentaire, auteure en 2022 du livre Allons enfants de la Guyane, est notre invitée ce matin. Bonjour Hélène Ferrarini. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés ce matin, Alice Hartemann est aussi avec nous en studio. Bonjour Alice. Bonjour Jean-Victor, bonjour Hélène. Journaliste à la rédaction de Radio Pays, pour revenir donc sur ce film. Je le précise pour les personnes qui nous écoutent et qui ne l'ont peut-être pas encore regardé, le film est disponible en replay sur le site de France Télévisions. Allez-y, c'est court, ça dure 52 minutes. Comment est-ce que vous avez travaillé pour ce documentaire, Hélène Ferrarini? Est-ce que l'idée à la base, on va dire, c'était de mettre en image ce que vous aviez déjà fait finalement pour votre livre? Oui, c'est en partie l'idée. En septembre 2022, j'ai publié un livre qui s'appelle Allons enfants de la Guyane, qui est une enquête sur l'histoire de ces pensionnats catholiques de Guyane. Et très rapidement, il se trouve que quasiment au même moment se tenait le FIFAC, le festival de Saint-Laurent-du-Maroni, et une discussion est née entre la productrice guyanaise Véronique Chénon et France Télévisions à propos de l'intérêt, de la pertinence de consacrer un documentaire historique à cette histoire guyanaise qui était en train d'émerger. Et c'est comme ça qu'une équipe et un travail collectif s'est mené. Donc c'est un film qui a été coécrit par François Reynard et moi-même, réalisé par François Reynard, qui est un réalisateur aguerri qui travaille régulièrement pour France Télévisions. Et il a été produit par Bérénice Mediacorp, qui est une société de production guyanaise, avec la participation donc de France Télévisions. Ça va, c'est pas trop frustrant de passer d'un long livre, Allons enfants de la Guyane, c'était quasiment 300 pages si je me souviens bien, à un documentaire justement de 52 minutes où on ne peut pas évidemment tout raconter, tout dire. Oui, c'est un exercice qui est très différent. Pour le livre enquête, j'avais mené des entretiens avec plus d'une trentaine d'anciens pensionnaires. Là, à l'écran, c'est 5 personnes qui témoignent, donc 52 minutes, ce sont aussi des choix, des contraintes, des compromis, mais ça nous permet des choses que le livre n'a pas permis, c'est-à-dire d'avoir des images, de partager à la fois des images de la Guyane au présent, de voir ces personnes témoigner, alors voilà, sur un temps plus court, leur parole ne peut pas se développer aussi longuement qu'à l'écrit, et aussi de partager des images d'archives qui sont vraiment un des points, je trouve, très, très pertinents du documentaire historique, parce que en fait, quand on voit les images du Homme de Marie Passoula dans les années 70 et des séances de catéchisme où les enfants annonnent ce que la religieuse leur enseigne. Oui, c'est la scène introductrice du documentaire. On est en fait plongé dans cet univers et ça se passe de mots. Voilà, le fait de voir ça, de voir cette rencontre des mondes et la manière dont cette évangélisation se pratique, eh bien, il y a une puissance en fait dans les images d'archives que j'ai trouvé tout à fait pertinente. Mais oui, c'est un exercice très différent. Hélène Ferrarini, vous venez d'où à la base, vous ? Moi, je suis née à Toulouse. J'ai grandi dans un petit village, dans une petite commune en Occitanie. J'ai étudié à Paris. Et la première fois que je suis venue en Guyane, c'était pour y enseigner l'histoire-géographie il y a un petit peu plus de 10 ans. Et donc, j'ai fait ça suite à mon master de recherche en histoire. Et suite
suite à cela, je me suis lancée dans le journalisme en tant que journaliste pigiste. Donc je collabore avec différents médias. J'ai vécu en Guyane. Là, j'ai traité des sujets guyanais. C'est comme ça que j'ai croisé l'histoire des hommes. Et avec ma formation de recherche en histoire, j'ai aussi identifié le fait que c'était un sujet qui n'était pas traité, très sous-documenté, et que je pouvais peut-être mettre mes compétences de recherche en histoire à la disposition de ce passé. Moi, la question que je me posais justement, c'était au niveau de la démarche et du positionnement, parce que voilà, vous êtes une personne blanche, vous n'êtes, comme vous l'avez dit, pas née ici, vous n'avez pas vos racines ici, et vous êtes nécessairement extérieur aux communautés dont vous parlez dans le documentaire. Comment vous vous positionnez vis-à-vis du sujet et comment est-ce que ce positionnement prend forme dans votre travail ? Moi, l'identité que j'adopte pour travailler sur ce sujet, c'est une identité professionnelle, c'est celle de journaliste qui déploie une méthodologie historienne. Donc c'est une approche, une déontologie, une éthique professionnelle qui est de multiplier les témoignages, d'aller aussi chercher des sources écrites et de croiser tous ces éléments. Et effectivement, voilà, c'est pas du tout une histoire dont je suis issue. Toutefois, c'est une histoire qui a été pratiquée au nom de la République française, par la République française. Les hommes ont été financés sur argent public français. Donc c'est aussi une histoire de la France et qui, je pense, concerne les citoyens et les citoyennes de France dans son ensemble, puisque voilà, c'est une histoire qui a été aussi imposée et déployée avec l'aide et l'aval, et même au-delà, en fait, c'était sur la volonté de l'administration française. Et sur cette... donc c'est une question, c'est vrai, souvent qui peut m'être posée et qui me traverse. La question peut-être je ne sais pas si c'est la légitimité, mais en tout cas du positionnement racial par rapport au sujet. Le positionnement d'aborder ce sujet. Je pense souvent, alors toute proportion gardée, et voilà, ce sont des contextes historiques différents, mais à ce qui s'est passé dans l'histoire de France, c'est-à-dire que l'histoire de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale a en fait été abordée pour la première fois par un historien qui était américain. Il s'appelait Paxton et c'est arrivé 20 ans. Il a écrit un livre en fait sur la France de Vichy et c'est le premier à avoir abordé frontalement ce qu'avait été la période de collaboration pour la France. Voilà, pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous occupation nazie. Et en fait, c'était quelqu'un qui était complètement extérieur à cette histoire et c'était 20 ans après. Et ça a pu, c'est évident que ça a joué un rôle parce que le fait qu'il soit extérieur a aussi permis de poser un regard différent et puis voilà, d'aller débloquer certaines choses. Alors voilà, je me compare pas à Paxton, hein, loin de là, mais je sais que c'est aussi quelque chose qui m'a été dit par d'anciens pensionnaires des hommes que voilà, le fait que ça vienne de quelqu'un de vraiment extérieur. Moi, quand j'ai mené mon enquête pour le livre, j'ai vraiment veillé à mener des entretiens avec des personnes qui avaient été placées dans tous les hommes de Guyane et aussi de couvrir toute la période. C'est pour ça que je vous parlais au début de ma méthodologie de journaliste et d'historienne. Donc voilà, c'est là que je me positionne. Alors, et c'est ce qui fait la force de votre documentaire, hein. Heureusement, il n'y a pas que des historiens et des universitaires. Vous donnez la parole justement à d'anciens pensionnaires. Franck Apollinaire, on l'a entendu tout à l'heure, Guillaume Couillori, Antoine Abienso et Éléonore Cady-Johannes. Votre film, Hélène Ferrarini, s'appelle La blessure. À quel point justement pour ces personnes que vous avez interrogées et qui ont aujourd'hui un certain âge, on va dire, repenser au home, ça reste encore justement difficile pour certains, voire encore un traumatisme en fait pour d'autres. Oui, ça c'est une question qu'il faudrait leur poser directement. En fait, il y a toutes sortes de mémoires et de vécus qui coexistent concernant les hommes. Et dans le film, on a donné la parole à des personnes qui sont relativement habituées à en parler, qui depuis que ça a émergé comme sujet public, ont été régulièrement interrogés, mais il y a aussi des personnes qu'on n'avait pas entendues, comme Antoine Abienso, qui a été homme de Marie Passoula et qui a été le premier maire Boni de Marie Passoula. Donc on est aussi allé chercher des paroles nouvelles. C'est d'ailleurs celui qui a le discours, on va dire, le plus mesuré sur ce qui s'est passé dans les Hauts à l'époque. Oui. Monsieur Abienso. Et
Et donc pour la question du traumatisme, voilà, ça c'est quelque chose qui doit vraiment être travaillé, je pense, et formulé par les personnes qui l'ont vécu. Parce que c'est vrai que dans le documentaire, malgré tout, malgré le fait que ce soit des personnes qui, comme vous dites, aient l'habitude d'en parler, on ressent quand même la puissance de la violence de ce qui a été vécu par ces enfants, ces anciens enfants. Est-ce que vous avez... consciente de tout ce que vous abordez dans ce documentaire, est-ce que vous avez proposé un accompagnement aux personnes interrogées pendant le tournage, justement un accompagnement sur la gestion de ce traumatisme avec ce qui peut éventuellement ressortir par la suite? Non, il n'y a pas de protocole particulièrement établi qui a été proposé. Après, ce sont des personnes que je connais bien, avec lesquelles je travaille depuis des années. Et ma présence tout au long du tournage a, je pense, en partie permis que leur témoignage se déroule dans des conditions, on va dire, relativement sécurisées. Pourquoi je vous pose la question, c'est que nous n'avons à l'heure actuelle pas encore de thérapeutes autochtones et de thérapeutes habitués à traiter ce sujet, et le travail de guérison à l'échelle communautaire n'a pas encore commencé. Donc c'est vrai que voir ce type de témoignage-là, la question qui nous vient, voilà, c'est de se dire, est-ce que par la suite, vous avez un peu accueilli ce qui aurait pu sortir en termes d'émotion? Oui, parce que ce sont des personnes avec lesquelles je suis en contact très régulier. En fait, on se connaît maintenant depuis des années. Et je veux dire, je ne suis pas arrivée chez eux. De toute façon, ça n'aurait pas pu se passer, en fait. On n'aurait pas pu amener la caméra si on ne se connaissait pas, si ce qu'on était en train de faire n'était pas suffisamment clair. Et aujourd'hui, on accompagne le film ensemble. Hier soir, à l'Eldorado, lors de la projection, il y avait des témoins qui apparaissent dans le film qui étaient présentes. Est-ce que on a compris, Hélène Ferrarini, et dans le on, je mets autant l'État que l'Église et que la société dans son ensemble, on va dire, compris ce qui s'est passé, ce qui s'est joué dans les Homes? Je vous pose la question parce que j'ai déjà entendu des personnes dire comme ça, un petit peu dans une conversation, quand on parlait des Homes, voilà, je les cite un petit peu de mémoire, hein, on en fait un peu des tonnes quand même avec les Homes, les personnes confondent l'histoire guyanaise avec l'histoire canadienne, notamment parce qu'il y a eu aussi des Homes au Canada. C'est un discours que j'ai entendu déjà plusieurs fois, et j'aimerais bien vous entendre justement là-dessus sur la prise de conscience, notamment de la part des institutions. Est-ce que vous avez l'impression quand même que les choses avancent vraiment là depuis que vous avez commencé à travailler sur le sujet il y a maintenant quelques années? On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. En fait, il y a 5 ans, les Homes, c'était un non-sujet. Personne ne savait de quoi il s'agissait. Et quand on situe un peu la chose, pour les personnes qui connaissaient quand même, moi, ce qu'on m'a beaucoup dit, c'est qu'il n'y avait rien à en dire, que voilà, il n'y avait rien de particulier à cela. Et moi, le gros travail que j'ai fait, c'est justement d'aller un petit peu décentrer mon regard par rapport à ce qui était une forme de doxa, ou voilà, d'idées reçues sur cette histoire, et de me dire, en fait, des enfants qui grandissent chez des religieux catholiques pendant des années, vraisemblablement avec l'aval de l'État français, c'est quand même particulier dans un contexte comme celui de la Guyane, et une histoire qui touche uniquement des populations autochtones et boni. Voilà, donc moi j'ai fait un peu ce travail d'essayer de regarder un peu de travers, de me dire je pense qu'il y a quand même quelque chose à en dire, et c'est allé très vite. Le livre est sorti en 2022, rapidement ça a suscité un intérêt médiatique. Vous voyez, France Télévisions qui s'est engagée quasi immédiatement dans le soutien à un documentaire, et puis voilà, les paroles se sont multipliées, donc on peut dire que à la fois ça avance, c'est un sujet qui progressivement est identifié, et aussi au national. Le documentaire, il a été vu par près de 300 000 personnes, donc on atteint des audiences nouvelles, des personnes qui n'avaient absolument pas la moindre idée, pour certains même, de l'existence en fait de peuples autochtones sur le sol français, et encore moins de ce placement dans des établissements catholiques. Et on peut voir aussi le verre à moitié vide. C'est encore une histoire qui est en train d'émerger, qui n'est pas perçue, mais ça je pense que ça perdurera en fait, qui n'est pas perçue de la même manière par tout le monde, mais en fait c'est un sujet qui fait débattre, qui fait réfléchir, et je pense que c'est quelque chose de positif, parce que ça amène la discussion. Vous faites le lien, Hélène Ferrarini, entre le Canada et la Guyane, puisque l'inspiration des Homes indiens du bassin de la Mana et
en tout cas les premiers, en tout cas, ont été directement inspirés par ce qui se passait au Canada. Alors au Canada, le sujet est traité depuis beaucoup plus longtemps que nous. On sait aujourd'hui que les écoles résidentielles, comme on les appelle au Québec, c'est plus de 6000 morts. On compte pas encore tout le reste, c'est-à-dire les viols, les agressions, les enfants disparus, voilà. Il y a eu un dernier documentaire sur le sujet qui s'appelle Sugarcane, qui est sorti en 2023, réalisé par Julian Brave-Nose-Cat, qui est directement concerné par le sujet, donc réalisateur autochtone. Dans ce film, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait une séquence au Vatican où on emmène un ancien pensionnaire rencontrer les responsables religieux qui régissaient l'école où il a été, de force. Et on montre une église catholique qui est sans mots face aux horreurs que décrit le protagoniste. Et donc moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'est voilà, toutes ces commissions vérité-réconciliation, tout ce travail de pardon, toutes ces initiatives en fait qui viennent des pouvoirs qui ont mis en place ces écoles résidentielles, au final, est-ce que c'est pas ridicule un peu face aux horreurs que les personnes ont vécues, puisqu'elles ont, on rappelle, perdu tout ce qui les lie entre elles, la langue, la culture, la tradition. Et la deuxième question qui vient juste après, c'est est-ce que ce travail de réconciliation ne doit pas venir des personnes elles-mêmes ? Et au fait, est-ce qu'on ne doit pas les laisser libres de décider si oui ou non il y aura une réconciliation ? Oui, je suis absolument d'accord avec vous, et je pense que c'est ce qui est en train de se dessiner en ce moment en Guyane, c'est-à-dire que les peuples autochtones sont... J'ai l'impression, mais ça, vous pourrez inviter des personnes directement concernées pour en parler. Mais il me semble qu'il et elle souhaitent pleinement reprendre la main. Et c'est d'ailleurs des choses qui ont été dites hier après la projection du documentaire. Donc reprendre la main sur le processus de... On n'est pas obligé d'employer le terme commission vérité et réconciliation, c'est pas obligé de passer par là, peut-être que ça prendra cette forme en Guyane, mais peut-être que ça prendra une autre forme, mais disons le processus de connaissance et de reconnaissance de cette histoire. Et voilà, je vous invite à en parler avec les personnes qui sont actuellement en train de mener cette démarche qui prendra du temps, c'est évident. Et... Alors, juste pour une petite précision pour les personnes qui nous écoutent, je suis une personne d'ascendance autochtone, donc je me sens directement concernée par le sujet, évidemment. Effectivement, oui, donner la parole aux personnes concernées, c'est la moindre des choses, évidemment. Moi, ce que je note également à ce sujet, puisqu'on est dessus, sur la place des personnes concernées dans le documentaire, comme vous dites, vous n'avez que 5 personnes contre 30 dans votre livre. Moi, ce que j'ai noté quand même, c'était l'absence dans les témoignages de la gouvernance Kalinia, la gouvernance Wayana, la gouvernance Aluku, qui sont en fait les représentants des personnes concernées. Est-ce que vous avez reçu le consentement des chefs pour aborder ce sujet justement avant même de commencer ? Moi, dès que j'ai commencé à travailler sur le sujet, j'en ai informé le Grand Conseil coutumier, mais j'ai pas reçu je sais qu'ils ont été au courant, mais on n'a pas eu d'échange sur ce sujet. Après, à l'époque, pour le livre, j'avais interviewé Bruno Apoulou, qui pendant un temps a dirigé le Grand Conseil coutumier. Donc, il y a eu une information. Et ensuite, l'enquête, je l'ai menée aussi sur l'encouragement et la sollicitation de personnes directement concernées, d'anciens pensionnaires. Et ça, c'est vraiment une étape, comme vous dites, voilà, les chefs coutumiers, d'aller leur en parler. Je pense que c'est quelque chose qui va être fait dans les mois à venir, mais par les anciens pensionnaires et les enfants d'anciens pensionnaires, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vas-y, pardon, Lise, vas-y. Du coup, vous diriez que si on devait un peu être clair à ce sujet, à qui s'adresse votre film, Hélène ? Alors, c'est un film qui a été produit avec la participation de France Télévisions. C'est un 52 minutes qui est destiné à ce qu'on appelle une case, en fait, sur France 5. Ça s'appelle La Case du siècle, donc ce sont leurs documentaires historiques. C'est pour ça qu'on a pu avoir beaucoup d'images d'archives, ça faisait partie, en fait, de la demande. Et c'est un documentaire qui s'adresse à l'audience nationale, qui est financé par France Télévisions,
pour le public national, le public de France Télévisions. Et actuellement, il est projeté en Guyane et je l'accompagne avec des personnes qui sont directement concernées par cette histoire. Mais on peut effectivement garder en tête que c'est pas un film qui a été fait spécifiquement pour le public guyanais. C'est donc un film qui est aussi une forme de vulgarisation de cette histoire, qui pose de grands repères, des jalons pour des personnes qui pourraient potentiellement ne rien y connaître. Avec un gros travail d'archives, comme on l'a mentionné. Oui. C'est vrai que moi, le premier, il y a plein d'images de la Guyane que je n'avais jamais vues. Petite parenthèse pour continuer la discussion que vous aviez commencé à avoir sur les organisations représentatives. Moi, je vais vous poser la question de l'autre côté. Ce qu'on ne voit quasiment pas, on va dire, durant votre documentaire, c'est l'église. Est-ce que vous avez justement essayé d'aller voir l'évêque ici en Guyane, d'un côté l'église et de l'autre aussi les représentants de l'État pour avoir une parole peut-être de leur côté et un positionnement sur le sujet, Hélène Ferrarini, ou bien c'était pas du tout l'objectif finalement du documentaire? Il y a un prêtre qui parle dans le documentaire, le Au père tout début, Asselos, qui est un prêtre guyanais, et il parlait au nom de l'évêché. D'accord. Et ils ont un positionnement quand même, une reconnaissance de ce qui s'est passé, ou bien il y a quand même, comme le disait Alice tout à l'heure avec le cas canadien, une difficulté quand même à aller au devant de la scène sur le sujet? Ce qu'il a partagé avec nous sont des éléments descriptifs sur ce que sont les hommes d'après l'Église, donc des internats destinés à accueillir les enfants afin qu'ils soient scolarisés. Et voilà, ça c'est un peu la manière dont l'Église présente la chose, sans nier la dimension d'évangélisation qui est une des missions clés de l'Église. Il reste quoi aujourd'hui des Homes, Hélène Ferrarini? C'est ce que vous expliquez dans votre documentaire. Le dernier a fermé en 2023, si je ne dis pas de bêtises. Au-delà des bâtiments, au-delà des infrastructures, l'héritage, on va dire, idéologique des Homes, la place de l'école en Guyane, l'apprentissage du français, l'insertion aussi des personnes autochtones et bushinengués. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui, un héritage aujourd'hui qui nous vient de tout ce qui a été fait pendant quasiment un siècle à ce niveau-là? Oui, et ça, je pense que ça se trouve dans plein d'endroits, dans plein d'espaces, et comme vous le mentionnez, il n'existe pas de psychothérapeute autochtone actuellement en Guyane, mais il y a des champs entiers à travailler. Le dernier Homme, celui de Saint-Georges-de-l'Oyapock, a fermé en 2023, mais les enfants Wayampi des villages du Haut-Oyapock, donc des villages de Trois-Sceaux, se rendent toujours à 2 jours de pirogue de chez eux, de leurs parents, de leur village, de leur communauté, pour être scolarisés au collège de Saint-Georges, où ils résident en internat. Donc, et ils sont scolarisés au collège public français où l'enseignement est en langue française et les programmes sont les programmes nationaux de l'éducation nationale française. Donc l'acteur Église catholique et la dimension d'évangélisation vient de disparaître, mais le reste perdure. La logique d'assimilation par la langue. Dernière question sur la démarche historique, on va dire. Est-ce que, sur ce travail-là, sur la récolte d'informations, la récolte de témoignages, est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre qu'on retrace tout ce qui s'est passé depuis 1930 en Guyane, Hélène Ferrarini? Ah oui, là c'est vraiment le travail que je propose, le livre et le film, ce sont des premiers jalons. Ce qui était important pour moi, c'était de poser, on va dire, des briques historiques. Faut savoir que quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, on ne savait pas combien d'enfants étaient passés par là, quand est-ce que ça avait commencé, où avait ouvert le premier homme, à l'initiative de qui, quels étaient exactement les rapports entre l'Église et l'État, la part de responsabilité. Et donc voilà, moi je me suis attachée à répondre à ces questions qui sont un petit peu le cadre général, chronologique, géographique à poser, ces bases-là. Mais il y a encore de nombreux sujets à explorer. Et moi, j'invite vraiment à ce qu'il y ait une multiplication des regards sur l'histoire des Homes de Guyane, et notamment des regards qui viendraient de l'intérieur. Et je sais que c'est en train de se passer, qui vont permettre d'accéder à des récits auxquels il est bien évident que je n'ai pas pu avoir accès. Sur le pan historique, archivistique, il y a de nouvelles archives qui me sont mentionnées que moi je n'avais pas pu consulter pour différentes raisons. Et depuis les travaux que j'ai menés pour l'écriture du livre il y a environ 5 ans, j'ai déjà pu recueillir
d'autres témoignages et consulter de nouvelles archives, ce qui m'a permis de préciser certains points de cette histoire. Mais on est vraiment au tout début, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on garde tous en tête. C'est une histoire qui est en train de se dire, qui est en train de s'écrire, qui est en train de s'ouvrir et soyons à l'écoute de ce qui pourra émerger dans les années et même les décennies à venir. Le film s'appelle Pensionnat catholique de Guyane, la blessure. Je le précise d'ailleurs, il sera reprojeté mardi prochain le 27 à Saint-Georges et à voilà. Merci beaucoup Hélène Ferrarini d'avoir été avec nous ce matin. Beaucoup. Merci Alice, bonne journée. Merci.